la défense est à la nation ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Et oui, il risque d'y avoir une hécatombe humaine en Ukraine, si les choses en restent là. Dans la construction européenne, d'abord, on sait que les concepts de la construction européenne sont d'obédience allemande, voire nazie même. Islam et CIA impliquent terrorisme islamiste. L'Allemagne est en train de prendre le contrôle de l'industrie d'armement européenne, et en particulier de voler l'industrie française. Alors le F-35 est un échec technologique cuisant, technologique et financier. Utiliser Windows aujourd'hui dans le monde de l'information qui se développe, c'est comme si on avait en 1936 fait fabriquer nos chars de combat par l'Allemagne nazie. Vous savez ce qu'a disait Einstein? Il disait, je ne sais pas à quoi ressemblera la prochaine guerre, mais je sais que la suivante se déroulera à coups de cailloux. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, donc lundi, mercredi, vendredi sur metatv.org. Et donc bonsoir évidemment à la régie, à tous les métanautes. Et ce soir, un invité exceptionnel avec nous, nous recevons le colonel Régis Chamaille. Bonsoir Régis. Bonsoir. Donc écoutez, déjà, on est très content de vous recevoir, ainsi que l'ensemble des métanautes pour cette soirée, on va dire, exceptionnelle, où on va pouvoir développer, parler de l'implication de la France dans l'OTAN, de l'état de l'armée française, de stratégie militaire, d'armement, enfin, toutes ces questions dont beaucoup, je sais, vous taraudent en dernière partie, évidemment. Alors vous pouvez commencer à poser les questions, et vous savez très bien que nous y répondrons en troisième partie. Alors s'il vous plaît, je précise, faites-nous des questions bien formulées, s'il vous plaît. Je suis obligé de le répéter parce que des fois, les questions, elles peuvent être intéressantes, mais elles ne sont pas très claires. Voilà, en tout cas, bienvenue à MetaTV. Merci. Alors, on se tutoie, ne vous inquiétez pas, parce que certains des fois vont s'étonner. Donc, tu es un ancien colonel de l'armée française, oui, commandant d'une base aérienne. Donc, voilà, c'est quand même, on va dire, c'est au poste donc de gradé, c'est un poste, c'est voilà, tu es un ancien officier de l'armée française, donc tu as une connaissance quand même de ce sujet. Tu as même écrit un ouvrage là-dessus. Oui, un livre de stratégie aérienne, oui. L'art de la guerre aérienne. L'art de la guerre aérienne. Il paraît qu'il y a très peu de livres en plus sur ce sujet. C'est le seul livre en français en tout cas. Voilà. Récent, c'est le seul livre français récent de stratégie aérienne. D'accord. Donc vous pourrez poser vos questions évidemment sur ce sujet-là. Alors, ce que j'ai envie de commencer, c'est d'aborder la question de l'état de l'armée française actuelle. Donc, évidemment, pour ce qui est du public, on a des informations qui ne sont pas très, j'ai envie de dire, pas très encourageantes en fait sur l'état réel de notre armée. Oui. Il semblerait qu'il y ait déjà pas mal de dysfonctionnements au niveau de la logistique, des engins, voilà, qu'il y règne un moral, on va dire, en berne, et tout un tas de problèmes. Alors effectivement, il y a pas mal de questions afférentes à l'état de l'armée française. Je voudrais commencer par rappeler des choses simples. Oui. L'article 1er de la loi portant statut général des militaires commence par une très belle phrase. Une phrase qu'il m'arrivait de citer lorsque, commandant de base, j'étais amené à devoir réprimander des subordonnés qui avaient fait des bêtises. Cette phrase est la suivante: l'armée de la République est au service de la nation. L'armée de la République est au service de la nation. Et quasiment là, tout est dit, toute la philosophie de l'armée française est contenue dans cette phrase. Aujourd'hui, comme ceux qui suivent un peu l'actualité le savent, il y a une volonté de détruire la nation et de détruire la République. Et par conséquent, l'armée fait partie de cette destruction. Et quand on observe sur le long terme, sur les 20 à 25 dernières années, ce qui se passe, on observe que petit à petit, on est passé d'une armée de conscrits, c'est-à-dire les fils et les filles de France qui défendent la patrie, à une armée de plus en plus civilianisée par des processus de
d'externalisation de certaines fonctions. Ça a d'abord commencé par les véhicules de base, hein, les 4L, les Renault, bon. Et puis ça a été la nourriture. Maintenant, nous avions des messes. Maintenant, c'est Sodexo qui s'occupe, etc. Et donc, des fonctions qui ne sont pas directement des fonctions de combat ont été externalisées au motif que finalement il fallait recentrer le militaire sur son métier. Pour des énarques, le métier du militaire, c'est de se faire tuer au combat. Et à part ça, il n'a pas à réfléchir ni à faire d'autres tâches. Et ce que l'on peut craindre aujourd'hui, c'est que même la fonction de combat soit externalisée. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue comme ça, dans 15-20 ans, on aura une armée de mercenaires. Il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de république, et il n'y aura que des mercenaires. Ce qui est l'idéal de l'oligarchie bancaire mondialisée, puisqu'ils ont en horreur les nations et les républiques, et leur monde idéal, c'est un monde de peuples remis en esclavage et avec des milices privées pour mater un peu tout ça. Donc voilà ça si vous voulez, c'est le long terme, quand on analyse tout ce qui s'est passé depuis 25-30 ans, c'est le chemin qui nous mène vers cela, vers une armée de mercenaires. Alors concrètement, ça se passe, cette civilianisation, cette démilitarisation de l'armée française, elle passe par plusieurs aspects. L'armement. Avant, nous avions des sociétés d'armement publiques. Aujourd'hui, nous n'avons quasiment plus de sociétés d'armement publiques, puisque quasiment plus, puisque l'aéronautique est passée sous contrôle privé et international, européen. L'armement terrestre est en cours, puisque l'ancien GIAT, qui a été renommé Dexter, puis privatisé, va fusionner avec KMW, l'allemand. Donc en fait, les Allemands sont en train de nous voler notre savoir-faire. Et la marine, la fabrication de matériel de mer, la DCN a été renommée DCNS et est en voie de privatisation. Donc, du côté de l'industrie française, de défense plus exactement, la France est en train de perdre sa souveraineté. Elle l'a quasiment perdue. Du côté des personnels, j'en ai un peu parlé, externalisation des fonctions périphériques, et on peut craindre bientôt une externalisation des fonctions de combat. Ça a commencé avec le matériel, puisque le ministère de la Défense réfléchit au fait de créer des sociétés publiques-privées de leasing qui louera le matériel aux armées. C'est-à-dire que les armées françaises ne posséderont même plus leur matériel de combat. J'ai lu des articles qui allaient dans ce sens. C'est ça. Voilà, donc c'est tout. Et ça, c'est en train de se faire. Ouais. Donc voilà, globalement, eh bien, ce qui se passe, c'est tout simplement un abandon de l'armée française qui est consubstantiel de l'abandon de la nation et de la République. On détruit la nation, on détruit la République, on détruit le corps qui était chargé de défendre cette République. Et est-ce que ça a fait on va dire, ça a été un tournant le fait d'arrêter la conscription, justement? Bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est un grand tournant. Un grand tournant, c'est un tournant philosophique. On peut toujours justifier des décisions sur le plan financier, technique. Alors vous avez des gens très forts pour ça, pour vous expliquer que c'est mieux d'externaliser, c'est mieux d'une armée professionnelle parce que ça coûte moins cher, etc. etc. C'est toujours ce genre d'argument qui est mis en avant pour masquer l'essentiel, qui est que la défense est à la nation ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Donc si on supprime nos défenses immunitaires, on supprime notre corps humain, donc on supprime notre nation. Et donc d'un point de vue philosophique, nonobstant tous les arguments techniques et financiers qui ont justifié la fin de la conscription, ou l'abandon provisoire, parce qu'elle n'a pas été, elle a été suspendue, hein, la conscription. Elle a été suspendue. Elle est juste suspendue. Pour justifier tout cela,
eh bien, on masque l'idée philosophique qu'il y a derrière, et qui, elle, est très grave. Alors, parce que cette conscription, finalement, c'était une armée où les citoyens, en fait, quand même participaient à leur armée. Les citoyens en armes pour défendre la patrie, cette idée-là, elle date de Valmy. D'accord, oui. Les soldats de l'an 2, ça date de la République. Cette idée du citoyen en armes qui défend la patrie, eh bien, c'est abandonné depuis la conscription pour une armée professionnelle. Et donc, finalement, bah, oui, ça va avec l'abandon de la patrie, l'abandon de la nation. On en arrive alors aussi autre information. Alors là, c'est le fait que nos forces combattantes aujourd'hui seraient réduites quasiment à peau de chagrin. On m'a dit qu'elles pourraient intégrer l'ensemble des forces combattantes pourraient être mises dans le stade de France. Pas tout à fait, mais pas loin. Disons aujourd'hui, l'ensemble du personnel des armées est à peine équivalent à l'état-major de l'éducation nationale. Donc, alors qu'il était beaucoup plus important. Avant, oui, avant il était, bon, avec l'armée de conscription, il y avait une armée nombreuse. Et j'ajoute que, à propos de la conscription, que cette conscription avait une vertu qui était le brassage social, de faire du brassage social. Dans une même chambrée, vous aviez des gens de faibles conditions et des universitaires. Et ce brassage social était un facteur de cohésion du peuple français. Et ça aussi, on l'a abandonné. Et on en voit les résultats 25 ans plus tard, 20 ans plus tard. C'est très grave. Parce qu'aussi, il y a l'idée que, en fait, le fait qu'il n'y ait plus cette conscription obligatoire, finalement, on n'a plus vraiment de devoir envers la nation. L'armée, c'était pas aussi un moyen... C'était ça, oui, c'était, bien sûr. Oui. Il faut cotiser à la nation, à la collectivité, voilà, par le biais du service militaire. Chaque Français, chaque mâle, parce que les filles n'étaient pas invitées au service militaire, mais chaque jeune homme était invité à cotiser, à donner une année de sa vie pour la patrie. Et symboliquement, c'était un facteur de cohésion très important. Mais, comme je le disais au départ, à partir du moment où l'idée générale est de supprimer les États-nations, eh bien, on fait ce qu'il faut, quoi. Hein. Oui, pour supprimer l'armée. Il faut supprimer tout ce qui est facteur de cohésion. C'est le cas de la défense nationale, de l'armée. C'est également le cas de l'instruction publique. On n'enseigne plus l'histoire de France dans nos écoles. On enseigne une espèce d'histoire thématique, contextualisée, un truc où un chat n'y reconnaîtrait pas ses petits. Vous voyez, donc tout ce qui crée du lien social, tout ce qui crée le sentiment d'appartenance à un groupe social est détruit. Et l'armée en fait partie. Et on va dire, il y a une volonté j'imagine, de certaines forces, alors c'est ce qui va nous amener justement, hein, je veux dire, sans transition, comme on dit dans les médias, à parler de notre appartenance à l'OTAN, parce que, clairement, c'est quoi la stratégie de l'OTAN vis-à-vis des armées européennes, sachant qu'en Europe, on va dire, les grandes armées, c'est qui? C'est la France, l'Angleterre, et c'est, voilà... En Europe, oui, vous avez encore les deux armées les plus importantes sont les armées françaises et britanniques, mais qui sont toutes les deux réduites un peu à peau de chagrin actuellement. Alors d'abord, l'OTAN est une organisation sous commandement américain. Il faut être clair là-dessus. Les commandements opérationnels et les postes importants dans la chaîne opérationnelle sont tenus par des Américains. La doctrine est américaine. La doctrine, c'est la façon dont on combat et dont on meurt. C'est ça la doctrine. C'est la façon dont on combat et dont on accepte de mourir. Et ça, c'est intimement lié à une civilisation, à des structures familiales, à des structures anthropologiques. Un Allemand, un Anglais, un Français, un Américain n'a pas la même conception de combattre et de mourir. Aujourd'hui, nous sommes sous doctrine américaine, c'est-à-dire que nous sommes sous comment dirais-je, pire qu'influence, sous domination idéologique sur un sujet extrêmement grave. Premièrement, donc,
l'OTAN est sous commandement américain. La stratégie des États-Unis vis-à-vis des armées européennes, moi je l'ai vue venir à la fin des années 90, elle est en gros la suivante. Une armée coûte cher, et pour qu'elle soit cohérente, il faut avoir beaucoup de capacités diverses qui font cohérence. Toutes ces capacités font qu'une défense est cohérente, comme nos défenses immunitaires. Et l'idée des Américains était de dire, bon, vous les Européens, finalement vous êtes trop petits, seuls, donc vous devriez vous spécialiser, chaque pays devrait se spécialiser dans un pôle d'excellence, et l'ensemble de ces pôles d'excellence ferait que l'armée européenne, que l'ensemble des nations européennes, à elles toutes, auraient un outil cohérent. Genre, par exemple, les Français, ça va être la marine, les Britanniques, oui, l'air, ou même dans le cadre de l'armée de l'air, on pourrait dire les Anglais, le ravitaillement en vol, les Français, la lutte de guerre électronique, ou ce genre de choses. Ouais, on compartimente tout, si bien que aucune nation européenne n'a plus les outils de sa défense en propre. Et donc, c'est une stratégie de long terme qui vise à faire que toute marche arrière devienne très très difficile. Et aujourd'hui, le discours qu'on entend parmi certains officiers de l'armée française, c'est « on ne peut pas revenir en arrière car seuls nous ne pouvons plus nous défendre ». Et ça, c'est vrai, ça ou c'est... Je l'ai entendu. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est un mensonge qu'on pourrait plus se défendre, vraiment? Non, on pourrait récupérer notre capacité d'autodéfense en quelques années. Il suffit de hiérarchiser les priorités et de faire les choses et de mettre l'argent là où c'est nécessaire, d'en mettre déjà un peu plus, hein, puisque nous consacrons en gros environ 32 milliards d'euros chaque année pour notre défense nationale en dehors des pensions et de la gendarmerie, alors que nous consacrons 52 milliards chaque année à rembourser à payer les intérêts de la dette, le service de la dette. Donc qui nous met en esclavage, hein, parce que la dette, c'est l'outil qui permet de mettre les peuples en esclavage. Donc nous payons plus d'une fois et demie notre mise en esclavage vis-à-vis de l'oligarchie financière et bancaire mondialisée, et nous ne pouvons plus nous défendre. Et la France, donc, alors, les États-Unis, donc, dans cette stratégie, parce que quasiment aujourd'hui, je veux dire, les pays européens sont quasiment tous dans l'OTAN. Oui, ils sont tous dans l'OTAN. Ils sont tous dans l'OTAN. Oui. Donc, ils ont tous, on va dire, obéi à cette stratégie. Oui, tous, ils sont allés comme un seul homme. Alors, il y a des pays qui étaient plus ou moins volontaires, hein, et heureux de faire ça. La Hollande était très très contente d'être dans l'OTAN. Ça leur permet, pour un petit pays, d'avoir des postes de responsabilité bien payés à droite à gauche. Bon, la France a été réticente un long moment, et à partir de 2007, donc avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, qui était le premier sous-préfet de la région France de l'Empire américain, puisque avant Sarkozy, nous avions des présidents de la République, et à partir de Sarkozy, nous avons des sous-préfets aux ordres de Washington. À partir de Nicolas Sarkozy, la France est rentrée dans le moule. Sarkozy qui nous a réintégrés dans l'OTAN. Qui nous a réintégrés dans le commandement militaire intégré. Alors Chirac avait déjà fait un premier pas. Ouais. On avait déjà on était déjà revenu un peu dans le commandement militaire avec Chirac, et Sarkozy a fini le travail et nous a remis complètement sous commandement américain. C'était le général de Gaulle qui nous avait fait sortir. Le général de Gaulle nous avait fait sortir du commandement militaire intégré, mais pas de l'Alliance. C'est-à-dire qu'on était resté au niveau politique, mais nous étions autonomes. Donc on était un peu particulier, quoi. Nous avions notre liberté de choix, mais politiquement, nous faisions partie du comité politique de l'OTAN. Mais nous n'étions plus sous commandement militaire intégré, c'est-à-dire que nous n'appliquions plus les procédures de l'OTAN, nous n'appliquions plus les ordres opérationnels de l'OTAN, nous étions un pays souverain de ce point de vue, du point de vue de la défense. Mais coopérant, parce qu'à l'époque c'était la guerre froide, et nous pensions que nous aurions peut-être à nous défendre collectivement contre une agression soviétique, ce qui était un leurre, évidemment. Et donc nous étions restés au niveau politique de l'OTAN.
Parce qu'en plus, au niveau, alors justement, de cette création de l'OTAN, il y a eu un basculement dans la stratégie, puisque l'OTAN, à la base, est venue soi-disant, pour contrer cette menace de la soviétique, mais aujourd'hui, elle n'existe plus, cette menace soviétique. Bien sûr qu'elle n'existe plus. Le général de Gaulle avait dit que lorsque l'Union soviétique se déliterait, l'OTAN n'aurait plus raison d'être. Pourtant, c'est pas le cas. Alors, il y a eu... moi, je me souviens avoir participé à un stage de l'OTAN à Oberammergau en 1997, en début 97. Et l'OTAN était en pleine crise existentielle à l'époque. Et donc, il se disait, mais nous n'avons plus de raison d'exister, il faut nous trouver des raisons d'exister. Et c'est là qu'on a commencé à penser à la mission d'intervention à l'extérieur, alors qu'au départ, l'OTAN était une organisation défensive. Et puis de l'Atlantique Nord, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ouais. Donc avec le Canada, les États-Unis d'un côté et les pays européens de l'autre, d'Europe de l'Ouest, et la Turquie. Et donc, à partir de la chute de l'Union soviétique, il y a eu une crise existentielle du côté de l'OTAN, et le discours qui a été tenu était le suivant: c'est un outil qui fonctionne, il ne faut pas le casser, mais on va l'utiliser pour autre chose. Et en l'occurrence, on voit pourquoi on l'utilise aujourd'hui, c'est pour soutenir la stratégie, les intérêts géostratégiques américains, c'est-à-dire les intérêts géostratégiques de l'oligarchie financière américaine, de la Réserve fédérale. Oui, puisque l'OTAN est devenu un peu une espèce de bras armé aujourd'hui. C'est le bras armé des intérêts américains dans le monde. Voilà, c'est ça. Avec des opérations donc, qui sont menées à l'extérieur. Nous, en France, on participe. Alors, on est encore en Afghanistan. D'ailleurs, on y est encore. Cette opération n'est pas terminée en Afghanistan. Pas encore. C'est depuis 2002. 2001. Ah oui, carrément. Nous avons envoyé nos premières troupes en Afghanistan en 2001, tout de suite après les attentats du 11 septembre. Nous avions envoyé, à l'époque j'étais commandant de base de Bordeaux, et la base de Bordeaux s'occupait de la remise en œuvre des Mirage 4. Donc, nous avions encore des Mirage 4 de reconnaissance stratégique. Ils ne portaient plus de bombes nucléaires, mais ils faisaient de la reconnaissance. Et nous avons envoyé tout de suite des Mirage 4 dans le Golfe pour faire des missions de reconnaissance au sud de l'Afghanistan dès le mois d'octobre. Ah ouais, à peine, carrément un mois après. Oui. Et nous avons également envoyé des forces spéciales, des commandos. D'accord. On préparait le terrain pour la grande invasion qui allait suivre, en fait. D'accord. Donc, dès le départ, nous étions en Afghanistan. Mais c'est très... Alors, parce que dans ce processus de l'OTAN, on sent bien que les États-Unis ont besoin d'espèce d'appui de l'armée française. C'est-à-dire que, clairement, est-ce ils ont besoin de nous politiquement ou vraiment sur le terrain? Ils ont besoin d'une caution morale, une caution politique. D'ailleurs, la doctrine américaine a changé. C'est la doctrine Clinton, Hillary Clinton, qui s'est manifestée avec l'opération sur la Libye. Les Américains, s'apercevant qu'ils étaient de plus en plus impopulaires quand ils menaient leur guerre néocoloniale, ont inventé une nouvelle doctrine qui consiste à envoyer leurs supplétifs en première ligne et ensuite à se poser comme des supports en appui de ces pays qui intervenaient, en aide en quelque sorte. Nous n'avions pas l'intention d'aller en Libye, mais puisque les Français et les Anglais y vont et qui nous demandent de les aider, faisons-le. En gros, c'était l'idée. Donc c'était une grosse supercherie qui a donné les effets qu'il a donnés, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Parce que par exemple, dans cette opération en Libye, clairement, c'est un commandement américain qui est derrière. Oui, c'était un commandement OTAN. Oui, et l'Union européenne aussi, ça a été, parce que si vous allez sur le site de l'état-major de l'Union européenne, du représentant de la France à l'état-major de l'Union européenne, il est écrit sur ce site que l'opération en Libye était sous commandement de l'Union européenne, était une opération de l'Union européenne. Mais bon, de toute façon, c'est pareil, ce sont les mêmes hommes qui arment les deux structures de commandement, donc c'était pareil. Donc en fait, on a plus besoin d'une espèce de caution polique que d'un réel, j'ai envie de dire, appui militaire sur le terrain. C'est ça. Parce que l'appui... Alors, ça aussi, c'est des choses que j'ai appris dans la presse, que la France n'avait même pas de transport de troupes assez... pas suffisamment. Nous n'en avons pas suffisamment. Ouais. Mais ça ne date pas d'hier. Visiblement, c'est ça que tu disais, ça faisait longtemps. Oui, ça fait déjà longtemps.
Depuis très longtemps, nous utilisons des prestataires de services extérieurs pour le transport stratégique, c'est-à-dire le transport sur de longues distances. Dès l'opération Turquoise en Rwanda en 1994, nous avons eu recours à ce genre de procédés. Donc la faiblesse de notre capacité de transport stratégique ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui vient de loin. Ah ouais, d'accord. Parce que ça rassure. Alors aussi, on parle souvent qu'il y a une grande partie de nos avions qui sont en maintenance, qui sont... Il y a un problème de logistique. Nous avons, si vous voulez, ce qui se passe dans les armées depuis plus de 20 ans, c'est une civilisation des esprits également. C'est-à-dire que les concepts de management civil sont entrés dans l'armée. Aujourd'hui, on parle de DRH, Direction des ressources humaines, pour une armée. L'homme n'est pas une ressource. L'homme est le cœur du système, surtout dans une armée. Et on parle de ressources humaines, ce qui est, sur le plan de la sémantique et de la philosophie, une abjection. En matière de logistique, on a adopté des méthodes qui venaient du monde civil, comme par exemple le zéro stock, ce qui est une aberration. Surtout pour une armée. C'est une aberration, le zéro stock. Ouais, une armée a besoin de réserves de pièces. Dans tout système, il y a des réservoirs. Il faut faire de la systémique. Dans tout système, il y a des réservoirs. Le réservoir permet d'adapter le tempo au fonctionnement du système, d'adapter les flux, de maîtriser les flux à l'intérieur du système. Qu'un constructeur automobile fasse du zéro stock, ça se comprend. Si, de toute façon, c'est le client qui va attendre. Quand vous allez acheter votre automobile, on vous dit, vous voulez quelle voiture, quelle couleur, machin, c'est vraiment celle-là que vous voulez, bah vous l'aurez dans 2 mois et demi. Si le gars a été suffisamment pollué par la publicité, la propagande pour vouloir exactement cette voiture, il est prêt à attendre 2 mois et demi. Mais est-ce que l'ennemi est prêt à attendre 2 mois et demi si on lui demande « Monsieur von Manstein, avant de nous attaquer dans les Ardennes, s'il vous plaît, faites-le dans 2 mois et demi parce qu'on n'est pas prêt. » On n'est pas prêt. Ça ne marche pas. On a des pièces encore dans les armées. C'est une aberration. Et nous avons adopté ces principes de management civil à nos forces armées, ce qui est une aberration totale. C'est quoi donc ça voudrait dire qu'on calque la gestion de notre armée sur celle d'une entreprise, en fait. Quasiment. Ouais. Quasiment. Moi j'ai vu, on fait du contrôle de gestion, mais les civils nous apprennent. Le contrôle de gestion, on réinvente l'eau tiède. Le contrôle de gestion, moi j'en ai... Enfin je veux dire, la philosophie du contrôle de gestion qui est d'aller à l'objectif et de créer une boucle de rétroaction négative pour s'adapter, c'est ce qu'on fait tous les jours. Naturellement, c'est ce qu'on faisait depuis Sun Tzu, je pense qu'ils en faisaient. Et alors, mais sauf que là, on réinvente l'eau tiède et ça nous est enseigné par des cabinets de consultants civils. Enfin, Et donc, dans cette stratégie globale, les États-Unis, ils cherchent clairement, donc voilà, à casser, à affaiblir les armées. C'est une étape de plus vers notre vassalisation totale. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on a un pays qui n'est plus capable, entre guillemets, de s'assurer sa défense, parce que là, on se jette après sous le parapluie américain, c'est ça, on est... Diana Johnstone l'avait très bien dit à l'université d'automne de l'UPR l'an dernier. Oui. L'ennemi des États-Unis, ce sont les États-nations. Parce que ce sont des entités qui sont capables de décider par elles-mêmes de leur stratégie et de leur futur. Or, les Américains ont une politique d'hégémonie mondiale. Donc, toute entité qui serait capable d'avoir sa propre stratégie, c'est-à-dire éventuellement de ne pas être d'accord avec la politique américaine, est un ennemi potentiel. Il faut le détruire. Ils l'ont fait avec l'Irak, qui n'avait pas de dette, qui était un pays souverain. Ils l'ont fait avec la Libye, qui n'avait pas de dette, qui était un pays souverain. Ils essayent de le faire avec la Syrie, mais là, ça risque de mal se passer. Ils l'ont fait avec l'Afghanistan, enfin bref, ils le font partout. Et ils l'ont fait en Europe, avec les pays européens, par le biais de l'Union européenne dans un premier temps et de l'OTAN dans un second temps. Oui, parce qu'en plus, il faut rappeler qu'on avait exigé de la part des pays de l'Europe de l'Est
qu'il rentre dans l'OTAN avant avant l'adhésion à avant d'adhérer à l'Union européenne. C'était une condition sine qua non. Quasiment. Ils n'ont pas eu le choix, on le sait. Quasiment. Hein, parce qu'aujourd'hui, en plus, je vois qu'il y a des bases américaines en Tchéquie, enfin en République tchèque, bien sûr. Dans les pays baltes, etc. Oui, il y a une politique américaine qui vise à rapprocher ses bases pour encercler la Russie. Pour encercler la Russie, ce qui en plus, on va clairement dire, fait créer une énorme tension pour nous, Européens, avec la Russie. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que nous sommes en première ligne. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si deux... Bon, cela dit, les Russes ne sont pas idiots. Enfin, ils ne se laissent pas entraîner. Ils ne se laissent pas entraîner. Et puis, Poutine sait aussi jouer des dissensions qu'il peut y avoir entre les Européens, entre eux et entre les Européens et les Américains. Donc, bon, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont particulièrement dans le giron américain, les pays baltes, la Pologne. Il y a des pays qui résistent, comme la Hongrie par exemple. Oui. D'ailleurs, on voit le résultat, c'est les réfugiés, c'est en Hongrie qu'ils font le plus de dégâts. Hein. Bon, est-ce un hasard, on ne sait pas. Les réfugiés syriens. Est-ce parce que Orban a décidé de se rapprocher de Poutine? Y a-t-il un rapport de cause à effet? On ne sait pas, mais enfin, bon, on constate. Parce que ces pays-là, il faut bien le dire, donc ancien membre du pacte de Varsovie, qui lui, par contre, a été dissous. Par la force des choses. Par la force des choses, évidemment, se sont retrouvés maintenant dans l'OTAN. Mais il semble qu'il y ait quand même, voilà, dans Hongrie, j'ai vu aussi en République tchèque, des voix qui s'élèvent contre, de plus en plus contre cette appartenance. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation de domination. On leur a vendu du rêve. On leur a dit, vous allez être dans le monde libre. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que les choses ont basculé et que le monde libre, il est à l'est. Et que les dictatures, elle est à l'ouest. Nous sommes en dictature, une dictature façon Aldous Huxley, hein, c'est-à-dire une dictature qui ne se voit pas, douce, mise en place par le consentement, par la propagande, mais une dictature tout de même, hein, puisque les peuples ne sont plus souverains, n'ont plus la main sur leur propre destin, et c'est à l'est que se situe la liberté. Donc, si vous voulez, il n'y a eu qu'une génération. Ils ont vécu cette transition en une seule génération, donc ils ont encore suffisamment de mémoire pour se dire que ce n'était pas tout à fait ce à quoi ils aspiraient. Voilà. La situation dans laquelle ils se trouvent n'était pas tout à fait celle qu'on leur avait promise. Et puis la Russie a bien changé, j'ai envie de dire, parce que la Russie de Staline, c'est peut-être pas la même que celle de Poutine. Oui, la Russie est revenue dans sa longue histoire. Oui. Dans sa grande histoire. La Russie a toujours été une civilisation importante et singulière. Disons, l'âme russe est quelque chose de singulier. Il n'y a pas deux pays comme la Russie. C'est un pays singulier qui a une histoire, une culture, une civilisation singulière. Et bon, après 70 ans d'étouffoir communiste, bolchevique on va dire, parce qu'il n'était pas soviétique en fait, c'était un défaut sémantique, il s'appelait soviétique, mais les soviets c'était pas ça, c'était des bolcheviques en fait. Donc après 70 ans de bolchevisme, la Russie retrouve son âme et son histoire et son passé. Donc quand on connaît son passé, on peut se projeter dans l'avenir. Quand on sait où sont ses racines, on peut projeter les feuilles vers la lumière, les branches vers la lumière. Voyez. Parce que voilà, alors la Russie, aussi, il y a la question de l'Ukraine. Alors, c'était quoi le but recherché des États-Unis dans cette affaire? Ramener la Russie dans un conflit qui... Alors, le but recherché en Ukraine, il est expliqué dans le livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. L'Ukraine est un pivot géopolitique qu'il faut maîtriser pour dominer la Russie. L'idée de base, c'était de détruire la Russie, de la découper en trois. Partout où vont les Américains, ils découpent. Ils cassent l'État-nation et ils découpent. Si vous voyez la Bosnie-Herzégovine, les accords de Dayton, le découpage complètement tarabiscoté qu'ils ont fait, un découpage ethnique, parce que ils ont une civilisation, ils ont une pensée communautariste. Donc, pour eux, un découpage, il est forcément ethnique. Donc, ils ont découpé la Bosnie-Herzégovine avec des frontières tarabiscotées ethniques. La Libye, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Et en Russie, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et donc, l'Ukraine étant un pivot géopolitique, un pays important aux portes de la Russie, il fallait détruire l'Ukraine, ou en tout cas, maîtriser l'Ukraine. Là, la Russie a évidemment réagi.
et le peuple ukrainien également, parce qu'il y a une grosse proportion de russophiles, russophones dans l'est de l'Ukraine, ils ont réagi. Il y a un processus de sécession en cours avec les provinces du Donbass et du Donetsk. Et à travers des provocations, les Américains ont tenté de faire réagir la Russie pour justifier une intervention armée. Mais la Russie ne s'est pas laissée faire. Elle n'est pas tombée dans le piège de la provocation, elle est toujours restée sur son quant à soi, avec évidemment des aides sur le terrain, des conseillers militaires. Vous savez, quand on aide un partenaire sans vouloir se montrer officiellement, on envoie des conseillers militaires pour organiser un peu les choses sur le terrain. Mais bon, il y a eu ce jeu qu'a joué la Russie, qu'a joué Poutine, et du coup, ils ne sont pas tombés dans le piège. Donc la stratégie américaine en Ukraine a échoué. Elle a échoué d'autant plus qu'on avait promis à l'Ukraine de l'aider, à Kiev. Or, l'aide n'est pas là. Et l'hiver arrive, et l'Ukraine n'a plus de ressources énergétiques. Qui étaient fournies par la Russie. Elle n'a plus de charbon, ou très peu, et plus de gaz. À tel point que le ministre de l'énergie a déclaré récemment qu'il a lancé un appel au peuple, en gros, en disant faites des réserves de bois pour l'hiver, de bois de chauffage. Ils craignent... Peu rassurant pour les Ukrainiens. Oui, et oui, il risque d'y avoir une hécatombe humaine en Ukraine, si les choses en restent là. Donc le choix aujourd'hui de l'Ukraine sera de tirer la sonnette d'alarme et de crier au secours en se tournant vers Moscou. Je pense que c'est la stratégie que jouait Poutine. Attendre et voir, protéger les provinces de l'Est, qui aujourd'hui sont équipées de forces armées consistantes, bien entraînées, bien organisées, bien structurées, qui résistent bien et qui dominent les mercenaires américains ou autres de l'Ukraine de Kiev, et attendre l'hiver. Parce que de toute façon, là maintenant, les Ukrainiens, Kiev n'aura plus beaucoup de choix que de se tourner vers la Russie et de dire à l'aide, donnez-nous du gaz s'il vous plaît. Et gratuitement parce qu'on n'a pas les moyens de payer. Oui, parce qu'en plus ils doivent, dans anciennes factures, semble-t-il, c'est ça. Et ils n'ont plus de moyens. Et ils n'ont plus les moyens. Donc si voilà, on a détruit un pays, comme d'habitude. On a semé le chaos, on a détruit un pays en leur promettant monts et merveilles, et puis au final, bah non, il n'y a rien, désolé, débrouillez-vous. Et la population crève. Et la population crève. Est-ce qu'il y avait aussi dans cette stratégie américaine le fait de priver les Russes, on sait, du port de Sébastopol, qui est bien sûr, oui, hautement stratégique, oui, clairement, c'est l'accès aux mers du Sud. Mais bon, là, je pense que bon, l'affaire a été vite... Poutine, oui, il a réagi... Ça a été vite fait. C'est quand même un maître du jeu sur cette affaire. Oui, c'est un bon joueur d'échecs. Un bon joueur d'échecs, ouais. Les Russes ont envoyé ont fait des sondages bien avant le référendum ukrainien pour savoir à peu près ce qui allait se passer. Et dès que le peuple a voté par référendum, ce qui est illégal au regard du droit international. Hein. Ah bon? Ah bah oui, parce que l'Ukraine étant un pays souverain, s'il y avait eu un référendum, il aurait fallu que tous les citoyens... C'est comme si on faisait voter les Bretons pour une indépendance ou les Basques pour une indépendance. Oui. Au regard du droit international, mais bon. Et donc, dès que le peuple ukrainien, le peuple de Crimée s'est prononcé en faveur de son rattachement à la Russie, immédiatement, Poutine a envoyé des troupes en Crimée. Il a envoyé des missiles, des systèmes de missiles S-300, donc de défense anti-aérienne, pour protéger l'espace aérien, et des systèmes de missiles anti-navires, Bastion, qui sont probablement les plus performants du monde, avec les S-300, comme les S-300 sont les plus performants probablement du monde en défense anti-aérienne, des missiles anti-navires qu'il a positionnés le long des côtes. Vous savez que les Russes ont une grande expérience des missiles anti-navires. Ils avaient le système Styx avant, là c'est le système Bastion qui est le successeur du Styx. Et il les a fait placer le long des côtes, ainsi que les missiles S-300 sur les bases aériennes, de façon ostensible, de façon à ce que ce soit détecté par satellite, de façon à ce que tout le monde sache que la Crimée était défendue par des systèmes de défense très performants, à la fois anti-navires et anti-aériens. Donc, pour leur dire, ne tentez même pas une intervention. C'est ça, c'est fini. Voilà. L'affaire est jouée, c'est plié, la messe est dite. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que clairement, la Russie ne pouvait pas se permettre, on va dire,
de toute façon de perdre cette... Ah non, non, la Crimée, stratégiquement, c'était se couper une jambe. La Crimée, c'était ultra stratégique pour la Russie. Donc les Américains ont peut-être pensé qu'ils allaient, par ce coup un peu là, de coup d'État qu'ils ont mené à Kiev, faire un énorme coup à la Russie, mais on a vu Poutine ne pas se laisser faire. C'est fini, oui. Ça y est, ils ont perdu. Leur stratégie est perdante. Donc c'est un énorme échec alors. Oui, c'est un gros échec. Ouais. Gros échec, parce que là, pour le moment, on en a la situation, ils construisent un mur, c'est ça, en plus, la frontière ukrainienne payée par l'Union européenne. Oui, comme d'habitude, on s'enferme. C'est à l'époque, il me semble qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 1959, c'était les Allemands de l'Est qui avaient construit un mur à Berlin. Hein. Oui, ouais. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui construit des murs. Donc, il suffit, à la limite, il suffit d'observer qui construit les murs pour savoir où est la liberté et où est la dictature. Finalement, ce ne sont pas les personnes libres qui construisent les murs Parce que dans cette vision, en fait, autour de leur pays. Dans cette vision à long terme, c'est quoi? On veut nous couper, clairement séparer l'Europe de la Russie. Parce que, par exemple, stratégiquement, la France, elle a eu des alliances avec la Russie par le passé. Oui, bien sûr. On a été des grands alliés des Russes. Et puis, non seulement ça, mais il y a des liens culturels très forts entre la France et la Russie. Des liens en matière de littérature, de philosophie. On a un long passé de respect mutuel, on va dire, sur le plan culturel, entre la France et la Russie. Donc, clairement, par exemple, l'intérêt de la France, à l'heure actuelle, ce serait plus d'aller se tourner vers Moscou que... c'est une évidence. Ouais. Ouais. Si la France était souveraine, c'est ce qu'elle devrait faire, bien sûr. C'est-à-dire de se tourner, parce que aussi au niveau des stratèges américains, alors c'était le président, j'ai oublié son nom, mais de cette grande agence de renseignement privé, qui expliquait que tout le but aussi de la politique américaine en Europe était d'empêcher absolument une interconnexion entre l'Allemagne et la Russie. Et que c'était très important. Ça aussi. Alors, dès le départ, dans la stratégie américaine en Europe, il y avait le fait de maîtriser l'Allemagne, d'empêcher l'Allemagne de redevenir une grande puissance. Et ça continue. Hein. Les Américains ont toujours eu peur de l'Allemagne. Et donc, il y a une alliance, ou disons de bonnes relations entre l'Allemagne et la Russie, pour les Américains, serait une catastrophe. Ça leur couperait toute possibilité de dominer le continent eurasiatique. Donc ce serait une catastrophe. Et l'armée allemande, parce qu'aujourd'hui, il semble-t-il que l'état de l'armée allemande, ils sont aussi nombreux que l'armée française. Alors j'étais un peu étonné. Oui, l'armée allemande, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, elle a quand même été mise un peu... Ouais, on leur a dit de se calmer. Bon. Donc, et puis l'Allemagne a un problème démographique aussi. Bon, il y a ça aussi qui entre en jeu. Ouais. Mais ils ont semble-t-il quand même une armée assez opérationnelle à l'heure actuelle, non? Ou c'est non, il ne faut pas la craindre, non? Il n'y a pas de risque, je veux dire, de réactivation d'un conflit France-Allemagne? Non. Je ne pense pas. Hein. Enfin, je dis ça parce que comme on s'est mis sur la gueule 3 fois, pour parler vulgairement... Oui, aujourd'hui, si vous voulez, comme l'a écrit Vincent Brousseau, l'hubris allemand est passé de la chose militaire à la monnaie. Aujourd'hui, l'instrument de puissance et de domination de l'Allemagne en Europe, c'est le mark, c'est-à-dire l'euro. Oui. 1 euro égale 2 marks. 1 euro n'est pas égal à 6,5, 6, 7, 8, 9, 10 moins, et il est égal à 2 marks. Bon, donc on sait ce qu'est l'euro. Okay, bon, ils n'ont pas osé faire 1, parce que ça aurait été trop visible, mais bon, ils ont fait 2. Bon, c'est un chiffre rond. Donc l'hubris allemand, la volonté de puissance et de domination allemande est passée de la chose militaire à la monnaie. Donc il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait au moins à moyen terme des craintes à avoir de ce côté-là. Mais alors ce serait quoi, j'ai envie de dire, la stratégie pour l'Europe? C'est quoi? C'est un axe Paris-Berlin-Moscou pour contrer cet axe Washington S'il y avait une stratégie en Europe, oui. Il n'y en a pas. Mais... Alors les Allemands ont une stratégie, hein, quand même. Ah oui, quelle était-elle alors les Allemands si vous voulez, les Allemands, bon, ils ont perdu la Première Guerre mondiale, ils ont mis 20 ans à sortir du bois et à revenir à un très bon niveau militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a été plus difficile, mais 70 ans après, c'est bon. C'est la première puissance européenne.
Et ils ont toujours joué dans la construction européenne. D'abord, on sait que les concepts de la construction européenne sont d'obédience allemande, voire nazie même, puisque Walter Hallstein, on connaît tout ça, et comment il s'appelle, Friedrich, non, celui qui a conçu la Cour européenne de justice, là, j'ai son nom sur le bout de la langue, bref, c'est un Allemand aussi, un juriste allemand nazi spécialisé dans les brevets. Et donc, ils se sont toujours, dès le départ, positionnés dans la construction européenne en tant que leader potentiel. Et aujourd'hui, ils affirment ce leadership, qui n'est plus un leadership potentiel, mais qui est un leadership réel. Et le jeu de l'Allemagne a toujours été de faire profil bas jusqu'au moment, mais de placer ses pions avec une stratégie monétaire, par la monnaie, de bien placer ses pions de façon, le moment venu, à reprendre la main. Et je pense que les Allemands, quand je dis les Allemands, c'est la classe dominante allemande, c'est pas le peuple allemand, hein. C'est IG Farben, c'est les banques allemandes, c'est ça. Hein. La classe dirigeante allemande, celle qui a l'hubris surdimensionné, je pense qu'aujourd'hui, elle se sent capable de sortir du bois et d'affronter les États-Unis. Alors, il y a eu des tentatives qu'on a calmées, enfin que les États-Unis ont calmées. Probablement ont-ils des dossiers sur certaines personnes, la chancelière ou d'autres. Et donc, ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Mais l'Allemagne est là, elle est prête à sortir du bois. Parce que donc on peut envisager, c'est ce que d'ailleurs, voilà, c'est ce que disait, j'ai oublié ce nom évidemment ce grand directeur là du renseignement privé qui disait notre but, en gros justement, c'est surtout que les Allemands justement ne se réveillent pas et qu'ils rompent cette alliance avec les États-Unis. Et il disait qu'on observe vraiment que c'est tout est la clé de cette politique justement en Europe, de savoir qu'est-ce que va faire l'Allemagne en fait. Est-ce qu'elle va basculer du camp, on va dire justement de ce rapprochement avec la Russie, ou est-ce qu'ils vont rester entre guillemets dominés par le camp Washington, quoi, sachant qu'ils ont les moyens quelque part un peu de se défaire quoi, de cette domination. Et ça, tu penses que vraiment à terme c'est possible? Il y a vraiment un changement possible quand même. Il y a un changement possible. Il est clair que la stratégie américaine en Europe a toujours été, un des volets de la stratégie américaine en Europe a toujours été de contenir l'Allemagne. Et ça dès le départ. Intégrer les nations européennes, les soumettre et contenir l'Allemagne. Ça a toujours été une priorité de la stratégie américaine en Europe. D'où aussi ce rattachement de l'Allemagne à la France, là, comme on veut nous faire croire, l'espèce d'amitié franco-allemande, non, ça, je pense que c'est de la propagande pour la France, pour le bon petit peuple français. Le couple franco-allemand, en Allemagne, on n'en parle pas. Voilà. Ça n'est jamais évoqué. Moi, j'ai de la famille en Allemagne. Il parle des deux plus grandes puissances européennes du moment. C'est-à-dire, sous-entendu, bientôt il n'y en aura plus qu'une. Et ce sera nous. Et ce sera nous, de préférence. Voilà. Et en France, c'est-à-dire que les propagandes sont adaptées à chaque peuple. Hein. Donc, les Français, il faut les faire rêver. On fait croire qu'en fait, qu'on maîtrise. On va se marier, on est le French lover, alors on va se marier avec l'Allemagne. Le mariage, c'est un beau mot, c'est un mot qui fait plaisir aux Français. Donc on les fait rêver comme ça. On va se dépasser. À travers l'Europe, on va se dépasser nous-mêmes, comme le peuple français s'était dépassé anthropologiquement au moment de la Révolution française. C'est comme ça que l'analyse Emmanuel Todd et Hervé Lebras dans leur livre L'invention de la France. La Révolution française a été ce moment où le peuple français, qui est d'une très grande diversité anthropologique, s'est dépassé lui-même à travers les valeurs d'universalisme et d'humanisme. On a fait rêver le peuple français en lui disant « Vous allez vous dépasser une seconde fois, mais cette fois plus haut, vers encore plus d'humanisme et encore plus d'universalisme, dans une Europe de la paix et des droits de l'homme. » Donc on a fait rêver le peuple français. On a vendu le couple franco-allemand, pareil, comme un rêve. Et chaque propagande est adaptée à chaque peuple. Hein, les Grecs, on leur dit si vous sortez de l'Union européenne, c'est le retour de la dictature des colonels. C'est une autre c'est une autre propagande adaptée à l'histoire du peuple grec. Donc en France, c'est ça qu'on nous a fait croire.
D'accord. Non, mais ça, c'est très très intéressant. Et aussi, alors justement, il y a un autre pays aussi sur lequel je m'interroge, justement, c'est la Grande-Bretagne. Sachant que Sarkozy, alors, il a passé quoi, des accords avec la Grande-Bretagne, justement sur le plan militaire, qui font qu'on est obligé de collaborer sur le plan du nucléaire, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Non, alors, pas que je sache. Alors, parce qu'il a annoncé, enfin, moi je me rappelle, c'était en 2009, il va à Londres, et puis tout d'un coup, il annonce tout un tas d'accords, d'alliances avec l'Angleterre. Si vous voulez, des accords militaires avec l'Angleterre, ça fait 30 ans qu'on en annonce, mais concrètement sur le terrain, il y en a très peu qui se font. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais non, les Anglais sont sur leur île, et ils ont leur propre stratégie. Oui, voilà, parce que est-ce que c'est pas un peu, j'ai envie de dire, l'ennemi héréditaire quand même, l'histoire de la France et l'Angleterre, bon, c'est pareil, c'est une longue histoire de conflits, de désaccords, etc. On a été presque alliés, j'ai envie de dire, mais par la force des choses, contre nature, la Première Guerre mondiale et la Deuxième, mais finalement, quand on observe les siècles précédents... Oui, mais il y a aussi... on a une histoire commune quand même, et faite pas seulement de guerre, puisque on a une histoire culturelle en commun quand même. Les Anglais ont occupé la France, enfin le royaume d'Angleterre a occupé la France, mais Richard Cœur de Lion a passé toute sa vie en Aquitaine. Oui, bien sûr, itinérant, enfin bon. Pareil qu'il détestait l'Angleterre en plus. Non, je pense que les relations franco-britanniques sont plus complexes que ça. D'un point de vue anthropologique, si vous voulez, si tu veux, la France est centrée sur des valeurs d'égalité et de liberté. Anthropologiquement, le peuple français, enfin, le modèle qui a dominé, le reste, le modèle du centre a dominé la périphérie au bout de 1000 ans d'histoire et de guerre, de conflits. Et c'est le modèle du grand bassin parisien qui est libéral égalitaire. Les Anglais, anthropologiquement, sont libéraux inégalitaires. Donc nous partageons la valeur de liberté avec les Anglais, mais nous ne partageons pas la valeur d'égalité-inégalité. Nous sommes différents sur ce côté-là. Ils sont communautaristes, nous ne le sommes pas. En revanche, avec l'Allemagne, nous sommes carrément opposés. Les valeurs de la société allemande sont autoritaires et inégalitaires. C'est la famille souche. Donc il y a beaucoup plus de différences anthropologiques entre le peuple français et le peuple allemand qu'entre le peuple français et le peuple anglais. Avec les Russes, nous partageons la valeur d'égalité, mais nous ne partageons pas la valeur de liberté. Le peuple russe, famille communautaire, est anthropologiquement autoritaire, égalitaire. Vous voyez, donc nous avons en partage avec les Russes la valeur d'égalité, nous avons en partage avec les Anglais la valeur de liberté. Et avec les Allemands, nous n'avons rien en partage. D'un point de vue anthropologique, d'un point de vue de la structure familiale. Donc je pense que les relations entre l'Angleterre et la France sont plus complexes que... Mais est-ce que les Anglais, ça ne les arrange pas quand même d'avoir une France trop forte non plus ou... Oui, bien sûr. Si vous voulez, la France, c'est un pays qui fait rêver tout le monde aussi. Il faut le dire sans forfanterie. La France est d'une beauté. Quand vous survolez la France à bord d'un avion de chasse, ce qui m'est arrivé assez souvent, quand vous le faites en basse altitude, c'est-à-dire à une vitesse de 800 km/h et à une altitude d'environ 200 mètres, une hauteur d'environ 200 mètres, que vous tracez une ligne droite de n'importe où à n'importe où, en moyenne, toutes les 6 voire 7 minutes, vous changez de paysage. C'est-à-dire que vous changez de relief, de végétation, de type d'habitat. En moyenne, toutes les 20 secondes, vous voyez un très beau château. La France est d'une diversité, d'une richesse et d'une beauté à couper le souffle. Et je pense que ça fait envie un peu à tout le monde. Et le peuple français, anthropologiquement, est tellement diversifié que c'est le village gaulois, quoi. Donc, il faut composer avec tout ça. Et je pense que nous sommes un peu victimes de la chance que nous avons de vivre dans un si beau pays. Il faut le dire comme ça. Parce que, aussi, moi, ça, information que tu pourras confirmer ou infirmer, mais pour les États-Unis, il est quand même essentiel dans leur dispositif en Europe que la France soit quand même tenue. Ah oui, complètement. C'est très important. Ah, mais la France est un pays... c'est un peuple d'hommes libres. Il faut lire des historiens comme Régine... je ne sais plus son nom, décidément, j'ai oublié les noms.
ça date des Celtes, ça date de 2500 ans. La France est un peuple d'hommes libres, fondamentalement. Et c'est un peuple qui est difficile à mater. On y arrive parfois, mais quand ça va trop loin, il se rebelle. Par des sursauts, comme ça, des pulsions en général imprévisibles. Et bon, j'espère que ça va se produire assez rapidement. Le prochain sursaut va se produire assez rapidement. Mais oui, pour les États-Unis, bien sûr, il faut contenir la France. Ils ont déjà eu affaire à De Gaulle. Ils n'ont pas envie que ça recommence, si vous voulez. Et d'ailleurs, il faut lire je sais pas, on le trouve sur Internet, le télégramme diplomatique envoyé par l'ambassadeur Rifkin. À la fin de la première décennie du 21e siècle, là, donc je crois que c'est un télégramme qui doit dater de 2008 ou quelque chose comme ça, 2007-2008, où il dit clairement qu'il faut que la stratégie américaine en France vise à détruire toute notion d'histoire, toute notion de racines, pour que le peuple français quasiment n'existe plus, soit coupé de ses racines et qu'il se sente américain. Et il décrit par le menu les choses qui fonctionnent dans cette stratégie. Ah oui. Non, je connais pas cette... Ouais, on le trouve sur Internet, bon, en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, on en trouve des résumés en français dans certains articles, mais on peut trouver le télégramme diplomatique en entier en anglais. C'est très clair. Ah, donc ça, c'est la stratégie américaine pour la France. Pour la France, c'est très clair. C'est exactement ce qui est en train de s'appliquer. C'est exactement ce qui à travers nos programmes scolaires, c'est exactement ce qui s'applique. Il faut que le peuple français disparaisse en tant que peuple. Pour les États-Unis, c'est clair. Ces Français sont trop turbulents, il faut les mater. D'accord. Pour comme ça, qui s'intégreront, on va dire, facilement à ce monde mondialisé qu'on leur propose, européanisé, voilà. Euro-mondialisé, quoi. Voilà. D'accord. Parce que clairement, depuis, en plus, le siège de l'OTAN, c'est pas anodin, il était en France jusqu'à... Au départ, oui, il était à Saint-Germain-en-Laye, oui. Jusqu'à ce que De Gaulle dise US go home. Voilà. On trouvait des bases, voilà, il y en avait partout. Il y en avait partout, voilà. Une base célèbre à Châteauroux, je crois bien. Oui. Châteauroux, Gros-Tanquin, Dreux, non, je crois, oui, partout. Voilà, les bases américaines, il y en a partout. C'était partout. Donc il nous a rendu quand même un grand service, quand même, en les mettant dehors de Gaulle. Ah oui, bien sûr. Oui. C'était presque, j'ai envie de dire, salutaire, parce que sinon, ils sont revenus en force. Alors comment ils sont faits pour revenir en force? C'est quoi? C'est par l'Union Européenne qu'ils sont revenus par le... Bon, l'Europe existait déjà, le projet européen existait, et ben ils sont revenus à partir de Giscard. On peut peut-être même dire déjà des Pompidou, mais Pompidou se présentait encore comme un gaulliste, mais avec Giscard, c'est clair, Giscard était un atlantiste, et donc avec Giscard, ils sont revenus. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ils ont craint qu'un sursaut souverainiste de la France, mais Mitterrand a plié au bout de 2 ans. En 83, il a fait le choix de la soumission. Voilà. Pourtant, on lui doit la célèbre phrase qu'aime beaucoup reprendre François Céline. Nous sommes en guerre contre l'Amérique, mais les Français ne le savent pas. Sauf que De Gaulle n'aurait jamais dit ça, parce que De Gaulle ne se serait jamais couché. C'est bien beau à la fin de sa vie de dire voilà la situation. C'est comme le président américain qui a vendu, qui a trahi son peuple, Woodrow Wilson, et qui a donné les clés de la création monétaire à des banquiers privés, Carnegie, Rothschild, Rockefeller, tous ces gens-là, Morgan. À la fin de sa vie, il a écrit qu'il avait fait une grosse bêtise. Voilà, c'est ça. Mais trop tard. Il fallait pas la faire. Ouais, c'est un peu... Ah oui, donc en fait, depuis Giscard, Mitterrand, Chirac, il y a eu quoi? Alors Chirac, il y a eu un petit sursaut. Un petit sursaut en 2003, on va dire, qu'il l'a fait en Irak, c'est ça? Non, dès le départ, puisque quand il a relancé les essais nucléaires, souvenez-vous. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout le monde en a voulu. Un grand coup de gueule, il y avait un gros coup de gueule. Moi, ça m'avait bien plu. Je me dis, tiens, finalement, c'est pas mal. Et après, il y a eu 2003, et ça a été la dernière fois. 2003, ça a été... après 2003, c'était fini. Ouais. Parce que là, ce 2003, c'est quand même assez flagrant. La France refuse d'aller en Irak. Ça c'était flagrant. C'est quand même une grande décision politique. Et en 99 au Kosovo aussi, il y a eu un coup de gueule de Chirac. Puisque il y avait une réunion de l'OTAN, je crois. Oui, je crois que c'était une réunion de l'OTAN à Washington. Et les Américains, au début de la guerre sur le Kosovo, avaient deux plans en parallèle. Le plan OTAN et un plan
spécifiquement américain. Parce que chaque jour, d'opérations aériennes, il y a un ordre de vol qui est distribué à toutes les unités qui participent, où toutes les missions sont décrites. Et donc, chaque unité lit dans le plan et dit « Ok, ça c'est pour moi » et prépare les missions pour l'exécuter le lendemain. Ça s'appelle un ATO, Air Tasking Order, c'est en américain, en anglais. Et donc, il y avait, pendant l'opération aérienne sur le Kosovo, il y avait 2 ATO. Un ATO pour l'OTAN et un ATO US Only, uniquement américain. Et ils ont commencé à bombarder les raffineries de Novi Sad et Pančevo. Et quand Chirac a vu ça, il était à Washington à ce moment-là, il a poussé un coup de gueule et il a dit si c'est comme ça, nous on quitte la coalition. La France quitte la coalition. Or, la cohésion de la coalition était la vulnérabilité stratégique de la coalition. Donc il a obtenu à cette occasion d'avoir un droit de regard et de veto sur les frappes américaines. D'accord. Donc on a quand même besoin de la France diplomatique. Non, mais je veux dire, quand la France est forte, et justement après ça, donc les Anglais étaient très jaloux évidemment, tout le monde était très jaloux que la France ait ce droit de veto, de regard et de veto, et les Américains ont dit plus jamais ça, on ne veut plus jamais ça. Ils étaient furax. Ils étaient furax. Et bien ça tombe bien, c'est l'heure de la pause, de la première pause. La régie, elle est prête, évidemment. Vous êtes aussi au taquet, j'imagine que voilà, il y a déjà des tonnes et des tonnes de questions, mais bon, ça, on verra après. Vous inquiétez pas, on va tenter aussi de toute façon d'y répondre au maximum. En attendant, on fait la pause et on revient juste après. À vous, la régie.